aujourd'hui avec mon invité qui est Jean Cotin, qui est en Bulgarie aujourd'hui. Je vais vous expliquer ça, je vais vous le présenter un peu plus tard dans cette conférence. Mais pour commencer, Jean et moi, on était intéressés par savoir ce qui vous motivait aujourd'hui à prendre ce temps pour vous. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse répondre le plus possible à vos questionnements, aux enjeux auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Et voilà, hein, que ce soit un temps qui vous soit le plus bénéfique pour vous, autour de ce thème que nous avons choisi, comment manager son business dans un environnement changeant. Alors, vous verrez, Jean, c'est l'homme de la situation hein, pour cette question. Et en même temps, ce qu'on peut observer, c'est que voilà, aujourd'hui, pour tous les managers, on se retrouve avec des changements de contexte, des changements de paradigme qui s'accélèrent. Et du coup, c'est vraiment intéressant de partager de l'expérience autour de ça. Hein, c'est un peu le propos qu'on a avec vous aujourd'hui. Donc, en termes d'intention, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut finalement garder un cap quand tous les repères sont bousculés un peu tout le temps, on va dire. Hein. Alors, on voit bien qu'au moment de la Covid, ça a été le cas, mais c'est pas que la Covid. On voit bien qu'aujourd'hui, le monde bouge dans tous les sens et qu'il y a des grands défis qui se posent à nous, à tous les décideurs. Et comment est-ce qu'on fait ça? Garder son cap. Et du coup, ça va nous amener à voir, OK, quelles sont les clés pour continuer à manager efficacement un business avec ses équipes. Hein, c'est avec ses équipes aussi qui est important quand on est dans un contexte mouvant qui est fait d'incertitude. Voilà, ça c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui en termes d'intention. Et du coup, regardez avec vous pour que vous puissiez regarder plus spécifiquement dans votre entreprise, mais est-ce que ma boîte, elle est prête pour gérer les incertitudes de tous ordres hein? On a mis ce mot incertitude et du coup, est-ce que je suis vraiment un leader de ce troisième millénaire? Parce que c'est vrai quand même qu'on est chahuté, hein? On a changé de millénaire et on le voit bien si on regarde de près l'actualité. Et du coup, comment moi je me positionne par rapport à ça? Voilà, c'est un peu ça qu'on vous propose avec Jean aujourd'hui. Et du coup, ce qu'on va vous proposer, c'est que dans le chat, vous nous indiquiez, première chose, en quoi le thème de cette conférence, il fait écho avec ce que vous vivez aujourd'hui dans votre propre entreprise, avec votre priorité numéro 1. Et quelle est la question 2, quelle est la question clé que vous vous posez aujourd'hui? Parce qu'on va avoir un temps d'échange plus grand dans une deuxième partie de cette conférence. Et du coup, on va avoir à cœur d'y répondre le plus possible, Jean et moi. Donc, on veut bien que dans le chat, vous nous mettiez Q1, en quoi ça résonne pour vous, et en Q2, quelle est la question clé, et on reviendra dessus, du coup, au fur et à mesure, ça va nous permettre d'affiner, en fait, ce moment de partage avec vous. Voilà. Alors, pendant que vous nous indiquez ça tranquillement, on voit que vous êtes en train d'arriver progressivement. On va vous dire pourquoi est-ce qu'on co-anime cette conférence avec Jean qui est le CEO donc du coup en Bulgarie de Métro, mais vous verrez il a tout un parcours en Europe de l'Est qui est intéressant. Parce que précisément, nous ce qui nous intéresse c'est de voir comment aujourd'hui les managers, les dirigeants, ils peuvent vivre tous ces grands changements qui s'imposent à nous. Et vous allez voir que Jean, il a vécu beaucoup de changements dans sa carrière, hein, qu'il a été très actif justement, changer de pays, changer de contexte, et même au quotidien encore aujourd'hui. Et donc, on a trouvé que c'était un bon mariage pour aborder le thème de ce jour. Voilà, un peu pour vous donner le contexte. Alors, si ça va pour vous, allez, vous continuez de vous connecter tranquillement. Eh bien, nous allons nous présenter. Je vais commencer par présenter Jean. Donc, Jean, il a tout un parcours finalement dans la grande distribution en B2B. Il a commencé dans le groupement des mousquetaires. Hein, vous savez, le groupement des mousquetaires, c'est Intermarché, c'est les Bricomarché, c'est très grosse enseigne, mais en B2B. Et puis ensuite, il a rejoint le leader en la matière qui est Métro. Voilà. Donc,
vous êtes face à la meilleure personne par rapport à ces questions du B2B dans la grande distribution. Alors, c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement actif et qui aime tout ce qui est la diversité, la dynamique. Il vaut mieux ça, hein, c'est vrai, Jean, quand on veut gérer des incertitudes, hein, parce que sinon, c'est compliqué, hein, n'est-ce pas, Jean? Il vaut mieux quand même avoir le tempérament qui correspond à ça, hein, quelque part. Voilà. Donc Jean, en fait, il a commencé en France sa carrière. Et puis, du coup, il a commencé en tant que chef de rayon à Toulouse. Et puis, on lui a proposé de devenir assez rapidement directeur de magasin, hein, 26 ans. Donc, du coup, très vite, il a pris des responsabilités sur Montpellier. Et puis, hop, il a continué d'évoluer. Alors là, il a fait 4 sites différents. Quand je vous parlais de l'homme du changement, hein, je ne vous ai pas menti. Donc, il a fait Chalon-sur-Saône, Rennes, paf, il part de l'autre côté. Hop, il revient côté Est avec Grenoble. Et puis après, il va remonter sur Paris. Et puis ensuite, il va prendre une responsabilité plus large encore en tant que directeur régional. Et là, il va s'occuper d'abord de toute la grande région de l'Ouest, et puis ensuite, il va faire le Sud-Est. Voilà. Et puis, il décide à un moment donné, en cours de parcours, de reprendre des études. Et donc, du coup, de faire un programme HEC pour développer plus avant toutes les questions stratégiques et finances. Voilà. Et le fait de s'être remobilisé sur ces questions-là va lui permettre, du coup, hop là, de partir pour l'international en 2018. Et là, Jean va commencer par la Bulgarie. Ensuite, il va enchaîner avec la Turquie, qui est un très grand pays, hein, et intéressant en termes aussi parce que, vous le savez, hein, la Turquie, c'est la frontière entre l'Europe et l'Asie. Hein. On le voit bien, hein, d'ailleurs, hein, Jean, quand on y vit. Un pays extrêmement dynamique. Donc, la Turquie, ce grand pays. Et puis, hop, Jean part en Roumanie en tant que du coup directeur des ventes et toutes les opérations. Et puis il va revenir, on va le rappeler en Bulgarie, où il est actuellement à la tête donc d'une équipe de 2000 salariés aujourd'hui. Ça va, Jean? On a fait le tour? Pour l'instant, ça correspond. Ça va? On est fidèle? Ouais, ça va, ça va. Ok, superbe. Voilà. Et puis votre serviteur aujourd'hui, moi, j'ai vraiment une âme d'entrepreneur visionnaire, pionnière. Hein. C'est vraiment quelque chose qui me caractérise depuis mon jeune âge. Ça, c'est un point qu'on a en commun avec Jean. On a pris des responsabilités très tôt dans nos carrières, parce qu'on aime ça, parce qu'on a le tempérament pour aussi quelque part. Et donc, moi, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de porter des visions, c'est de passer à la phase action et de faire tout ça en tissant des relations solides avec les uns et les autres. Voilà. Donc, du coup, je m'appuie sur 3 alliés, hein, tout ce qui est le lien avec le vivant, la vitalité, c'est très important pour moi, le sens du défi, et tout en gardant son bon discernement, ce qui est, je dirais là aussi un défi dans notre civilisation. On a aujourd'hui beaucoup d'informations, on a beaucoup de changements qui se font à vitesse grand V, mais je trouve ça absolument passionnant. Voilà, donc une longue carrière entrepreneuriale et une longue carrière aussi d'accompagnement dirigeant. Tout ceci m'a maintenant amené à créer la fondation du 3e millénaire, dont on parlera un peu plus loin, qui est une fondation d'utilité publique au service aujourd'hui des dirigeants et de tous les défis qu'on traverse. Voilà. Alors, on va avancer et Jean, si vous le voulez bien, on va resituer un petit peu le contexte de l'Europe de l'Est. J'ai remis une carte hein, parce que l'Europe de l'Est, c'est quand même extrêmement vaste aujourd'hui. Et Jean, au travers de sa carrière, on a couvert un certain nombre de pays. Et ce qu'on voit, c'est que ce sont des pays en pleine mutation. Alors Jean, dites-nous, c'est quoi ces grandes mutations? C'est quoi ce contexte de l'Europe de l'Est pour qu'on comprenne, du coup, en termes de business, comment ça va influencer? Merci, Dan, pour l'introduction. C'était parfait. Je voudrais d'abord diviser en deux mon expérience. Je voudrais séparer la Roumanie et la Bulgarie dans un même bloc et la Turquie dans un autre bloc. Comme vous l'avez dit, c'est difficile de situer la Turquie. Au championnat d'Europe de football, c'est en Europe, mais en fait, effectivement, c'est à cheval sur l'Europe et l'Asie. Et comme on le voit sur la carte, il n'y a que 15% qui sont en Europe, le reste sont en Asie. Donc, en fait, c'est plus en Asie qu'en Europe. Donc, c'est pour ça que c'est toujours difficile de situer la Turquie. Mais au-delà de ça, je pense qu'en termes d'évolution des pays et de mutation, c'est 2 situations qui sont un petit peu différentes.
Si on parle de la Roumanie et de la Bulgarie, comme tout le monde le sait, c'est des pays qui ont fait partie du bloc de l'Est jusqu'en 1989. Donc, il y a 35 ans, en fait, ces pays se sont libérés du joug de l'ex-URSS et ont pris leur indépendance. En fait, jusqu'à 35 ans, c'était des pays qui étaient fermés, c'était des pays qui vivaient, on va dire, en autarcie, et il y a eu une ouverture sur le monde qui s'est faite de façon assez brutale et rapide. Et ce qui est flagrant aujourd'hui de constater quand on est dans ces pays-là, c'est dans quelle mesure ils ont été capables de rattraper leur retard dans un délai relativement court. Puisque 35 ans, c'est même pas une génération et c'est relativement court. Ce changement a a eu des impacts sur la vie de tous les jours, et je voudrais en citer quelques-uns. On a évoqué ensemble, Dan, l'érosion démographique, mais la Roumanie et la Bulgarie font face à la même problématique, c'est qu'ils ont une érosion de leur démographie, non pas due à une baisse de la natalité, mais réellement due à une augmentation de l'exode des habitants, des locaux, qui vont s'orienter vers les pays d'Europe de l'Ouest pour aller chercher du travail et des conditions de vie qui leur semblent meilleures. Pour donner un exemple assez concret, la Bulgarie, il y a 15 ans, il y avait 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a 6,5 millions d'habitants. Et il y a 2,5 millions de Bulgares qui vivent à l'étranger. Donc, cette baisse de la démographie, ça apporte quelques conséquences. Et une des conséquences, par exemple, c'est que ce sont des pays, la Roumanie, la Bulgarie, dans lesquels il n'y a pas de chômage. On va dire, c'est quasiment une situation de plein emploi. Et ça, on l'évoquera tout à l'heure, mais ça apporte des changements radicaux dans la façon de travailler dans ces pays-là, parce qu'il faut qu'on change aussi son paradigme, il faut qu'on change sa façon de penser. Donc ça c'est un des enjeux, mais c'est aussi une des autres mutations qu'on peut voir au-delà de la mutation démographique, c'est la mutation économique. Juste pour vous donner un autre exemple, en Bulgarie, par exemple, le salaire minimum a été doublé dans les 5 dernières années. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ça en Europe de l'Ouest, mais quelles seraient les conséquences si on était amené à doubler le salaire minimum en 5 ans? Mais ça a des répercussions qui sont relativement importantes. En Roumanie, ce n'est pas au même niveau, mais on en est pas loin. Donc, voilà les mutations qu'on peut voir sur les pays d'Europe de l'Est. Si on va sur la Turquie, les mutations, elles sont encore plus flagrantes, je dirais, et plus récurrentes. La Turquie, c'est un pays qui est en constante mutation depuis des années, comme tout le monde le sait. Mais ces dernières années, ça s'est considérablement accéléré. Quand j'étais en Turquie, j'y ai passé 3 ans, j'ai vécu une période d'hyperinflation où on avait jusqu'à 120% d'inflation. Et je me rappelle une anecdote que je voudrais partager aujourd'hui. J'ai dû rentrer à Paris pour une réunion un jour et je prends le taxi et le chauffeur de taxi était, comme souvent les chauffeurs de taxi à Paris, en train de se plaindre. Et il me racontait que la situation en France devient très compliquée, que l'inflation, je dis, mais c'est combien l'inflation en France? J'en avais une vague idée, mais je voulais quand même avoir son avis. Il me dit, ouais, vous vous rendez compte, on est presque à 4% d'inflation. Je dis, ouais, effectivement, c'est quand même notable. Je dis, vous savez, moi, j'ai un pays où il y a 120% d'inflation. J'ai cru qu'il allait y avoir un accident. Et oui, en effet, hein, c'est surprenant hein, pour beaucoup. Hein. Mais, 120%. Mais au-delà de l'anecdote, quand on travaille dans un pays où il y a 120% d'inflation, où il y a une dévaluation de la monnaie locale, moi je suis arrivé, ça valait, un euro valait 8 Turkish lira, aujourd'hui c'est 1 pour 34, 4 ans après. Donc quand on est dans un environnement mouvant comme ça, économique mouvant comme ça, effectivement ça change la donne. À côté de ça, la moyenne d'âge en Turquie c'est 32 ans. Donc, c'est un pays qui est très, très jeune, avec une démographie qui grandit de façon exponentielle. Il y a 15% de chômage. Donc, on est dans une situation qui est complètement différente, mais aussi qui est mouvante et qui nous amène à changer notre façon de travailler. Alors, Jean, en fait, nous restitue deux choses en parallèle qui sont formidablement importantes. Hein. Ce sont des pays en pleine évolution, en pleine explosion, on pourrait même dire, hein, et qui vont très très vite aujourd'hui et qui ont soif aussi un peu, on dirait, de rattraper ce qui pourrait être considéré par une sorte de décalage, de retard. Donc, ça a une incidence forte sur effectivement les hommes, la ressource humaine, hein, et comment on va manager en fait ces équipes, mais aussi sur la donne économique où on voit qu'il y a des paramètres qui peuvent changer extrêmement rapidement. Dont Jean expliquait l'augmentation des salaires, mais parfois il y a des augmentations de salaires qui sont tout de suite très importantes et à mettre
en route, je dirais presque du jour au lendemain. Donc, vous voyez, quand on parle de gérer de l'incertitude pour un manager, ouais, ça bouscule ça énormément. Il faut retomber sur ses pieds. Et comment est-ce qu'on va garder le cap, qui est notre sujet d'aujourd'hui, avec des paramètres qui bougent à toute vitesse. Une jeunesse qui a soif, une jeunesse qui a envie d'évoluer. Vous voyez, donc c'est très stimulant en fait. Donc nous, c'est vrai, quand on a 4% d'inflation, on se plaint, mais 120%, imaginez ce que ça peut représenter quand il faut que vous arriviez à la fin à maintenir vos comptes. Voilà, donc c'est pour ça que l'expérience de Jean est particulièrement riche là-dessus, parce que si on sait faire à ce niveau-là, on va savoir faire quand l'échelle est moins importante. Merci Jean d'avoir partagé ça. Donc du coup, ben oui, maintenant on va aller regarder comment est-ce qu'on s'y prend concrètement pour faire face à toutes ces incertitudes qui peuvent arriver à toute vitesse dans ces contextes mouvants. Et on va aborder cette question sous différents angles. On va aborder déjà, quand on arrive dans un business comme celui-ci, dans un pays qui est en pleine mutation, comment on fait, Jean? Qu'est-ce que ça a été votre expérience? Qu'est-ce que vous avez envie de partager là-dessus avec ceux qui nous écoutent aujourd'hui? La première chose que j'ai envie de partager, c'est que avant d'aller dans ces pays-là, j'avais le sentiment que c'était quelque chose que je savais plutôt bien faire. Vous l'avez résumé dans mon parcours. En fait, je faisais le calcul hier soir, j'ai déménagé en France 21 fois. Donc, j'avais le sentiment d'être quelqu'un de plutôt flexible et d'adaptable et d'avoir une certaine expérience en la matière. Donc, quand je suis arrivé en Bulgarie pour la première fois, je suis arrivé avec beaucoup d'humilité, mais à côté de ça, avec aussi une certaine idée du fait que j'arriverais à manager ça assez facilement. Ce que j'ai plutôt bien fait, je pense, c'est réussir à le scinder en deux, comment manager, ou en tout cas comment s'y prendre avec les équipes, avec les hommes, et aussi comment s'y prendre avec le business. J'ai essayé de le scinder en deux. Ça, c'était plutôt une réussite. En revanche, ce qui n'a pas été une réussite, c'est comment s'y prendre avec les hommes. Si j'ai plutôt bien suivi mon petit playbook habituel, essayer de comprendre les équipes, les hommes, avoir de la proximité, échanger, etc., je pense que j'ai sous-estimé la dimension culturelle quand je vais arriver en Bulgarie. Et je suis un grand fan de l'empowerment, de l'intelligence collective, etc. Et malgré le fait que j'avais bien compris que le pays avait été sous une dictature, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, communiste pendant 45 ans, j'étais convaincu que j'allais réussir à transmettre ma façon de travailler et de l'idée des équipes. Donc, je me rappelle la première fois que je suis allé visiter des magasins, je demandais au directeur de magasin, OK, c'est quoi, quel est ton objectif pour cette année? Et il me donnait son objectif en termes de chiffre d'affaires et d'EBIT. Alors, je dis, ça, c'est bien, mais ça, c'est ton budget. Mais toi, ton objectif, tu te donnes quoi c'est quoi ta priorité? Et là, il me dit, ça va dépendre de ce que tu vas me donner comme priorité. Je dis, oui, mais toi, tu es le directeur, tu es le patron, si tu veux quoi comme priorité? Et là, ils étaient incapables. Donc, j'ai dit, OK, il faut que je bosse là-dessus. Donc, je vais leur faire une formation et leur faire une formation sur comment, je sais pas comment dire en français, mais comment établir sa propre ambition, etc. Voilà. Pendant 6 mois, je me suis efforcé à développer ça. Et au bout de 6 mois, je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas. Et j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, OK, soit tu t'acharnes et tu t'obstines à continuer dans ce sens-là, ça va marcher, mais ça va prendre des années. Soit tu mitiges un peu les deux approches et tu fais ce qu'ils attendent de toi, c'est-à-dire une approche plutôt top-down. Et à côté de ça, petit à petit, tu essayes de développer une approche un peu bottom-up. Donc voilà une des erreurs que j'ai faites parce qu'en fait, j'ai perdu 6 mois. Mais d'un autre côté, ça a été, comme toute erreur, on apprend et ça m'a permis de bien apprendre pour les expériences après, en l'occurrence en Turquie et en Roumanie, pour vraiment prendre en compte le contexte culturel. Parce que ça c'est vraiment important au niveau des équipes. Donc ça, c'est super important, hein, Jean, parce que même quand on est déjà, on va dire, bien outillé par rapport à ce qu'on a pu faire avant, si on échoppe sur la dimension culturelle, on va finalement prendre beaucoup de, entre guillemets, retard par rapport à l'intégration et au développement du business sur place. Et souvent, on a tendance à un peu sous-estimer cette dimension, hein. On retranscrit bien aujourd'hui l'importance quand on arrive
certes de l'humilité, mais aussi de vraiment rentrer dans la dimension culturelle du pays dans lequel on arrive et qui peut être assez éloignée de celle d'où l'on vient, en fait, quelque part. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, il y a la dimension business. Alors ça, on va aller le regarder peut-être un peu après, Jean, mais du coup, on va retenir la question du coup sur l'arrivée dans le poste. Attention, même si on est bien armé, bien formé, bien outillé, humilité, dimension culturelle, retravailler la vision de façon absolument concrète avec ses équipes sur place. Et finalement, le levier de motivation, ça c'est voilà, super important. C'est ça. Je l'apprendrai à personne, mais la performance, les deux leviers de la performance, c'est la motivation et la compétence. La compétence, ça s'acquiert finalement de façon assez académique. La motivation, c'est un peu plus abstrait. Et comprendre les leviers de la motivation d'un pays à l'autre, c'est différent. Et de nouveau, hein, j'ai travaillé en France dans différentes régions. Quand on travaille à Marseille et quand on travaille à Grenoble, on ne travaille pas de la même façon parce que les leviers de motivation des gens ne sont pas les mêmes. Et j'avais vraiment ce sentiment que c'était quelque chose que je maîtrisais. Et je ne suis pas tombé de ma chaise, mais pas loin. Ça m'a quand même donné une claque. J'avais le sentiment d'avoir une certaine expérience et aisance en la matière. Et je me suis aperçu que mes croyances ont été mises à mal. C'est ça. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, après, ça m'a beaucoup aidé parce que la culture aide à comprendre les leviers de la motivation. Et effectivement, en Bulgarie, les leviers de la motivation, ils veulent faire plaisir au chef. Parce que c'est lié à la culture. Et j'ai discuté avec des spécialistes qui m'ont dit qu'il faudra 2 générations pour changer cette culture. C'est-à-dire que depuis 1989, le mur de Berlin est tombé et donc le bloc de l'Est est tombé, mais il faudra 2 générations pour effacer toutes les traces de cette période-là. Quand je suis arrivé en Turquie, les Turcs sont des Ottomans. Donc, c'est différent. Les Ottomans, c'était des conquérants. C'est des gens qui aiment gagner, c'est des gens qui aiment dominer, c'est des gens qui sont durs au mal. Donc, je ne veux pas faire de raccourcis parce que, bien évidemment, dans une population de 82 millions d'habitants, ils ne sont pas tous dans le même stéréotype. Néanmoins, il y a quand même des traits communs dans les personnalités, dans les façons, dans la culture turque. Et là, il a fallu que je change mon approche managériale. C'est des gens qui sont des gros travailleurs, mais qui sont pas forcément, qui mettent pas forcément beaucoup d'efforts sur la réflexion. Voilà. C'est pas qu'ils sont moins intelligents, parce c'est des gens très intelligents, mais ils veulent pas mettre beaucoup d'efforts sur la réflexion, ils préfèrent compenser par l'effort, on va dire, physique. Donc, par l'action. Exactement. Donc, les Turcs, les leviers de motivation des équipes turques ne sont pas les mêmes que les leviers de motivation des équipes bulgares. C'est ça. Et ensuite, je suis arrivé en Roumanie, où là, la Roumanie, c'est l'île latine au milieu du bloc de l'Est. Les Roumains sont des Latins. Hein. D'ailleurs, ne serait-ce que la langue se rapproche beaucoup d'italien. Et c'est des gens qui travaillent qu'à l'émotion. Les Roumains, en fait, leur levier de motivation, c'est l'émotion. Donc, voilà, ça c'est des choses qu'il faut bien comprendre quand on arrive dans un pays. Et si on ne s'intéresse pas en profondeur à la culture, on ne comprendra pas les leviers de motivation. Et donc, Jean, on a 2 clés là qui sortent en fait de ce partage d'expérience. C'est aussi, même si on est très bon dans son domaine, c'est se donner la capacité de se challenger personnellement en tant que dirigeant. Vous parliez tout à l'heure de, voilà, ça m'a mis une claque dans mes croyances. C'est important de se dire que oui, nos croyances, elles vont être challengées à l'aune d'un autre peuple qui a d'autres leviers de motivation, d'autres façons de fonctionner, et ça a de la valeur aussi, en fait, quelque part. Et du coup, c'est moi, leader, moi, manager, c'est moi aussi qui vais m'adapter à ce contexte culturel-là, à cet environnement-là qui est en plein mouvement. Et donc, du coup, il y a quelque chose de sortir de l'attitude un peu de l'expert qu'on peut avoir, hein, et de se dire, ouais, je ne sais pas, genre, comment ils fonctionnent ces gens, qu'est-ce qui est important pour eux, quel est leur niveau d'ambition, quels sont leurs leviers de motivation. Donc, il y a vraiment toute cette phase clé de découverte de leur propre facteur de motivation et qui ressort bien de ce que Jean nous restitue, et finalement, qui fait que
tout passage en force, finalement, va pas être utile, hein. Jean disait, partager avec beaucoup d'honnêteté, d'authenticité, que les 6 premiers mois, finalement, c'est coup d'épée dans l'eau, quoi. Et que exact. ça n'a pas fonctionné comme imaginé. Donc, en fait, finalement, quand on a comme ça, ça peut jamais être exactement comme on a imaginé. Non, c'est jamais comme imaginé. Et puis, je voudrais juste rajouter un point, parce que ça n'a pas été évoqué dans mon parcours, mais sur mon dernier poste de directeur en France, j'étais directeur d'un site de 300 personnes. À l'intérieur des 300 personnes, il y avait 38 différentes nationalités. Donc, Ah oui, c'est vous énorme. imaginez un peu la diversité. Et, Oui. et j'avais plutôt bien réussi à fédérer les équipes et à faire du bon boulot sur ce site-là. Et ça m'avait donné une certaine confiance. Et en fait, je pense que ce qui est intéressant dans les échanges aujourd'hui, c'est que ce que je peux partager sur des pays d'Europe de l'Est, effectivement, qui vont plus vite que l'Europe de l'Ouest sur la conduite du changement, je dirais. Finalement, cette situation, c'est la même aujourd'hui en France, ou ça va être la même demain. C'est ça. C'est ça qui est intéressant, en fait. Absolument. Exactement. Et c'est tout le sens de cette conférence du jour, c'est de se dire, OK, c'est pas que eux, c'est nous aussi, peut-être avec des questions d'échelle, quoique, parce que finalement, là où on va être confrontés, nous, plus ardemment, c'est peut-être moins chez eux et vice-versa sur d'autres sujets. Donc, c'est ça qui est riche, en fait, à l'arrivée. Alors, on va avancer un petit peu, justement, parce que c'est un peu en filigrane là, de ce qu'on était en train de dire. Du coup, Jean, comment gérer ces équipes dans un contexte extrêmement mouvant, avec avec il n'y a pas de chômage, mais ça veut dire aussi qu'il y a du turnover qui peut être très important, parce qu'il peut y avoir des opportunités ailleurs très vite, avec une jeunesse qui a soif aussi d'améliorer ses conditions de vie, d'avoir de meilleurs salaires, et du coup de se rééquilibrer par rapport à ce qu'ils voient sur Internet, ce qu'ils peuvent lire par ailleurs. Comment on fait, Jean, là-dessus ? Ouais, pour donner un peu de contexte, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de chômage, ça amène une situation un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'il y a une fluctuation du personnel qui est très forte. Dans le retail, aujourd'hui, en Bulgarie, en Roumanie, c'est 30 à 35% de turnover. Donc, si vous imaginez, un salarié sur 3 quitte son poste dans l'année. Donc, vous imaginez bien que la phase de recrutement, d'onboarding, de formation, etc., ça prend une dimension toute particulière. Et derrière, on essaie aussi de travailler sur la rétention du personnel. Mais au-delà de cette dimension purement people, je dirais, il y a une dimension business, bien évidemment, parce que comment on va servir nos clients avec une situation telle que celle-ci. Je dirais il y a 2 choses. La première, c'est que, je l'ai évoqué, c'est la proximité. Plus que jamais, il faut être proche des équipes. C'est vrai dans n'importe quelle situation managériale, mais je pense que là, ça nécessite encore beaucoup plus de proximité. Et encore plus quand on est le CEO de la boîte, pour être tout à fait transparent. Et la deuxième, c'est de se dire que même si on peut réduire la fluctuation du personnel, moi j'ai réussi à le réduire à 25% ici en Bulgarie, donc ce qui est plutôt un beau résultat par rapport à la moyenne, mais encore 25%, c'est-à-dire que 1 sur 4 quitte l'entreprise dans l'année. Derrière, il faut penser un petit peu différemment, il faut réfléchir différemment. Aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, on essaye d'automatiser ou comment on dit, de digitaliser pas mal de choses pour la simplification. Ici, c'est encore plus nécessaire, mais il ne faut pas aller voir son CFO pour ça, parce que sinon, le CFO va nous demander un business case. Et si nous demandons un business case avec un salaire minimum qui est à 500 € en Bulgarie, évidemment, le retour sur investissement, ça va être 14 ans pour n'importe quel projet IT ou n'importe quel projet d'automatisation. Et du coup, la réponse va être non, ça ne passe pas, c'est pas dans les standards du groupe. Donc, ce n'est pas ce KPI qu'il faut suivre. Le KPI qu'il faut suivre, c'est l'absentéisme, c'est le fait que j'ai 12% de mes postes qui sont vacants aujourd'hui en Bulgarie, avec 25% de turnover et 0% de chômage. Donc, le vrai KPI qu'il faut regarder, c'est celui-là. Donc, je partage cet exemple parce que c'est le message que je veux passer ici, c'est qu'il faut aussi changer son paradigme au niveau des KPI. Ça, c'est important. On a parlé tout à l'heure des augmentations de salaire. Quand on est dans un contexte hyperinflationniste, on a 120% d'inflation,
qu'est-ce qu'on donne en termes d'augmentation de salaire pour les collaborateurs, par exemple. Le ministre, en Turquie, c'est le premier, le président, dans la nuit, à minuit moins le quart, annonce qu'à partir de demain matin, le SMIC, enfin le salaire minimum, va être augmenté de 60%. Ah oui. Première augmentation de l'année, avec une deuxième à venir derrière. Donc derrière, et augmentation valable à partir de demain. Donc si on augmente les salaires minimums de 60%, ceux qui sont 20%, 30%, 40% au-dessus du salaire minimum vont être rattrapés par le salaire minimum. Donc il faut réfléchir à savoir quelle augmentation de salaire on va donner aux collaborateurs. Évidemment, le PNL va nous driver dans notre décision, puisque ça dépend de ce qu'on peut aussi offrir à nos collaborateurs. Dans mon industrie, dans mon business, les frais de personnel, c'est 55% des coûts de l'entreprise. Donc, de suite, si on augmente les frais de personnel, ça a un impact significant sur le bas de page du PNL. Mais il y a ce paramètre-là à prendre en compte. Puis le deuxième paramètre, c'est, OK, si je donne 120% pour aligner sur l'inflation cette année, mais que l'année prochaine, j'ai de la déflation. Du coup, je vais avoir un effet ciseau l'année prochaine et je vais avoir mes salaires qui sont complètement disconnectés de mon niveau de revenu parce que l'inflation, elle est aussi reflétée dans le chiffre d'affaires et dans l'income et dans les bits. Donc, ça amène à travailler complètement différemment, en fait. C'est super intéressant ce que vous partagez, Jean, parce que vous le disiez très justement tout à l'heure, en fait, c'est aussi se donner la capacité de changer ses paradigmes au niveau de ses KPI. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste faire des copier-coller. Et souvent, on a le nez rivé sur effectivement le KPI purement économique, hein, on sait bien. Mais si on fait ça dans un contexte d'incertitude réelle, quelque part, on peut arriver à mettre en danger la pérennité de sa structure parce que ça ne suit pas au niveau des équipes. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a à penser en parallèle, en connexion totale, la réflexion est sur le management et sur l'économique pur de l'autre côté. On ne peut pas les décorréler concrètement parce que sinon, ça ne fonctionne pas à l'arrivée. Si on a raisonné que classiquement sur son KPI économique, financier, on va avoir des déconvenus, on va perdre sa masse salariale, on va avoir des taux de turnover qui vont augmenter. Mais j'attire votre attention aujourd'hui sur le fait que même en Europe de l'Ouest, aujourd'hui, on a un vrai souci de recrutement et de conservation de ces bonnes ressources. Hein. La rétention dont parlait Jean tout à l'heure, on la connaît aussi aujourd'hui. Dans une moindre proportion que celle décrite par Jean, mais elle est bien là aujourd'hui quand même et pose problème à la majorité des entreprises aujourd'hui. Donc, c'est vraiment intéressant ce que nous propose Jean, d'avoir finalement joint cette question du management de ses équipes avec la question de comment je maintiens la pérennité économique du business. Mais vous voyez, c'est un changement de regard, en fait, quelque part, qui est intéressant dans ce partage du jour. Il y a une méthode en France qu'on utilise, ça s'appelle le budget base zéro, où en général, on utilise ça quand on est en situation de crise. Et en fait, c'est une approche qu'on utilise beaucoup dans les pays mouvants parce qu'on ne peut pas se référer à l'année dernière. L'année dernière, ce n'est pas la base de référence pour établir le budget ou des choses comme ça. Donc, on est en permanence en train d'essayer d'anticiper ce qui va se passer et puis d'établir le budget, d'établir le forecast par rapport à ça. Ça, effectivement, c'est un vrai challenge parce que quand on travaille dans un environnement qui est relativement stable, PY, enfin, l'année précédente, ça reste quand même la base sur laquelle on peut s'appuyer, puis après on va voir évoluer par rapport à l'année dernière. Dans un environnement mouvement, évoluer par rapport à l'année dernière, ça ne veut rien dire, parce que d'une année sur l'autre, ça peut être complètement différent. Ça, c'est vraiment intéressant, hein, et parce que du coup, ça remet dans une dynamique de prospective réelle dans un contexte où on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Hein, c'est tout le paradoxe de cette histoire-là. Et j'aime bien ce mot budget base zéro parce que ça veut dire qu'on se rechallenge en permanence. On sort des ornières, on a toujours fait comme ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. On a toujours bien fonctionné comme ça, alors pourquoi est-ce qu'on changerait ? Parce que le monde bouge, parce que les contextes évoluent aujourd'hui. Et oui, c'est inconfortable, hein, on ne va pas le dire autrement, Jean, hein, c'est pas confortable. Hein. Mais finalement. Non, c'est pas confortable, mais. Voilà, et c'est ça être un leader du troisième millénaire, au fond.
Et c'est, voilà, je dirais, là où est Jean aujourd'hui en Europe de l'Est, c'est comme un miroir grossissant, mais qui finalement nous appelle ici aussi de la même façon. Et l'expérience de Jean, ben, d'autres la connaissent aussi sur d'autres territoires, comme l'Asie du Sud-Est, qui est en train d'évoluer à vitesse grand V, avec une jeune génération ambitieuse, qui va de l'avant, qui est beaucoup dans l'action aujourd'hui et qui est prête à dire OK, on y va. Et puis si ça marche pas, on remet en question, on fait autre chose à la place. Donc c'est un peu ça finalement aujourd'hui qui se propose à nous. Du coup, Jean, c'était intéressant aussi ce qu'on partageait sur le fast track pour la jeune génération. Peut-être on en dit 2 mots par rapport. Oui, en fait, ce qu'on peut constater aujourd'hui en Bulgarie, c'est qu'il y a vraiment une différence générationnelle entre les 45 et plus, et puis les Z-Gen et jusqu'à 40 ans. Et en fait, autant les middle age et seniors, ils sont confortables dans leur position, ils ont fait leur carrière plutôt dans un mode promu par rapport à l'ancienneté, et ça leur va très bien. Mais les jeunes, évidemment, en tout cas la génération Z, c'est exactement la même en Bulgarie qu'en France ou que dans n'importe quel pays de l'Europe de l'Ouest, pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il n'y a plus le PIN vit plus en vase clos. Et puis la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, avec les connexions Internet sur le monde, en fait, ils sont citoyens du monde, même s'ils sont basés en Bulgarie. Donc, ils ont les mêmes aspirations que n'importe qui. Et donc, ils veulent avoir une carrière rapide. Et j'ai voulu mettre en place un fast-track programme pour développer les managers. Et avec mes équipes HR, je leur dis, bon, comment ça fonctionne aujourd'hui pour devenir un manager? Donc, ils m'expliquent le processus. Je leur dis, OK, clairement, quelqu'un qui rentre à 25 ans, il sera manager à 45 ans chez nous. Ça ne fonctionne pas. Donc, faites-moi un programme fast track. Donc, ils ont réfléchi pendant 1 mois et demi. Ils ont fait un workshop, cross-functional team, blablabla. Et ils reviennent au bout d'1 mois et demi avec une super présentation. Et ils m'expliquent que finalement, ils ont fait une belle avancée et que ça va aller beaucoup plus vite. Et en fait, ils gagnaient 3 ans dans le processus. Donc, je dis, c'est très bien, au lieu d'être manager à 45 ans, ils seront manager à 42 ans. Et ils m'expliquent, mais Jean, on ne peut pas faire moins. Parce que, tu sais, pour être promu manager, il y a quand même un processus à respecter. Et en fait, le processus, c'est culturel. Ce n'est pas un processus autre. C'est un processus culturel. C'est un peu comme dans les entreprises d'État, on est promu à l'ancienneté. Donc voilà, les 2 mondes qui se superposent, qui se chevauchent, et avec lesquels il faut composer. Ça semble facile, effectivement, sur papier. On peut dire, OK, on fait un programme fast-track et puis basta. Mais le programme fast-track, j'ai besoin d'avoir des gens derrière qui vont le supporter. Et en fait, ma plus grosse résistance, elle est en interne à ce niveau-là. Ouais. Vous voyez, vous voyez comme c'est intéressant ce que là aussi partage Jean, parce que nous aussi, on a aujourd'hui un grand différentiel entre cette jeune génération de trentenaires et puis ceux qui sont plutôt les quinquas et où on a des difficultés de compréhension entre les générations, de vision, de regard. Et c'est vrai qu'on a une jeune génération qui aspire à autre chose aujourd'hui et parfois ça ne matche pas bien. Donc là aussi, vous voyez, revient la dimension culturelle qu'on évoquait tout à l'heure. Et parce que les générations se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Et on le voit bien de plus en plus, y compris en Europe de l'Ouest aujourd'hui. Et cette incompréhension fait on la retrouve après dans l'entreprise et dans est-ce qu'on a de la résistance au changement ou est-ce qu'au contraire c'est fluide. Voilà. Donc on ne peut pas juste la décréter, même si on a une bonne intention, un genre avec la fast track pour satisfaire la jeune génération, il faut composer aussi avec les autres. Et comment est-ce que du coup on s'y prend pour faire ces connexions qui font qu'à un moment donné, on arrive à parler le même langage pour avancer ensemble et que ce soit bénéfique pour les uns et les autres, et le business dans sa globalité. Oui, le business dans sa globalité, parce qu'on parlait de turnover et de fluctuation du personnel, mais en Bulgarie, aujourd'hui, le turnover, il est réparti sur où les nouveaux entrants, entre 0 et 6 mois d'ancienneté. Là, on a 50% du turnover, et là, c'est ou des erreurs de casting ou des erreurs d'onboarding. Et après, c'est 4 à 6 ans. Et là, clairement, sur les exit interviews qu'on fait, la raison, c'est le manque de perspective de développement de carrière.
C'est ça. Donc, si je veux régler mon problème de fluctuation, il faut aussi que je règle mon problème d'évolution de carrière en interne, parce que les deux sont intimement connectés. Et voilà, et vous voyez, c'est ce qu'on se dit, c'est la boucle, hein. Quel que soit l'angle sous lequel vous prenez l'entreprise, on revient toujours, OK, nos deux paramètres, le côté plus humain et le côté économique, sont à traiter en synergie, en parallèle et non déconnectés, si on va arriver à avoir un business cohérent et pérenne. Alors, il y a une chose que j'aimerais qu'on avance, et puis mettez-nous bien vos questions là dans le chat, parce qu'on va prendre un temps maintenant d'échange plus important. Donc, ce qui va nous intéresser aussi peut-être, c'est que vous commentiez ce qu'on a pu partager jusque-là, mais aussi que vous puissiez nous questionner. Et voilà, qu'on puisse vous apporter de la valeur là-dessus. Mais il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, Jean, quand on a préparé cette conférence du jour, et c'est cette question de... Et tout ce qu'il n'y a pas dans le radar, tout ce qui n'est pas visible pour le manager et qui pourtant est tellement important à prendre en considération pour faire face aux incertitudes. Alors, j'aimerais que vous partagiez ça avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui. En fait, c'est une question que j'ai dans un petit coin de ma tête depuis que je suis devenu, pas depuis que je suis devenu manager, parce qu'au début, c'est pas quelque chose auquel je prêtais beaucoup attention, mais après quelques années dans des postes de manager, je me suis toujours dit, effectivement, on a beaucoup de KPIs, on a beaucoup de dashboards, on a plein de choses pour manager notre business, mais qu'est-ce qui n'est pas dans le radar? Qu'est-ce qui n'est pas dans ces reports? Et que moi, en tant que patron, en tant que leader, je dois avoir en tête. Hein, parce que si ce n'est pas dans le radar, je ne peux pas le voir par définition, mais en tout cas que je dois avoir en tête. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, mais après, la Covid est arrivée. Et effectivement, ça, je pense que peu de leaders avaient ça sous leur ligne de radar, en tout cas avaient envisagé ça. La guerre en Ukraine. Moi, par exemple, au niveau du groupe Métro, on était victime d'une cyberattaque il y a 2 ans maintenant. Ça, on ne l'avait pas vu venir non plus, ce n'était pas dans le radar, etc. Donc, l'idée, c'est comment on peut anticiper ce qui n'est pas anticipable, en fait. Hein, c'est un peu ça l'idée. Moi, ce que j'ai réussi à développer à titre personnel et dans des environnements qui sont effectivement assez changeants, et je pense que mon expérience en Turquie m'a pas aidé, c'est exercer une veille permanente. Et la veille, elle se fait à l'extérieur de l'entreprise, définitivement. C'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de tout ce qui se passe, regarder tout. Dans d'autres industries, moi je fais partie de différents cercles pour comprendre un peu ce qui se passe dans les autres industries, parce que même s'ils sont dans des business models complètement différents du mien, par définition, il y a des choses qui peuvent être transposables. Et même si ce n'est pas complètement transposable, il y aura des choses qui seront à peu près similaires et dont je peux prendre inspiration. Voilà, parce que je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas faire… On parlait de prospective tout à l'heure. Oui. Moi, je ne suis pas un champion de la prospective. Hein, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas prédire l'avenir. La seule chose que je peux faire, c'est essayer de l'anticiper. Et pour l'anticiper, on peut se baser un peu sur ce qui s'est passé ailleurs et s'en inspirer. La deuxième chose, c'est avoir, en termes d'anticipation, c'est avoir, je dirais, un plan de mitigation des risques. En français, on dit on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier, mais c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec le temps. Voilà, d'avoir cette approche-là qui apporte de la complexité. Je vais donner un exemple qui est très clair. Moi, je fais du B2B, hein, on l'a évoqué au début. Ma cible client privilégiée, ce sont les HoReCa, hôtels, restaurants et, comme on dit en français, les traiteurs. Ça, c'est ma cible privilégiée. À côté de ça, j'ai une petite cible que sont les épiciers indépendants, parce que ça reste une petite cible de clients pour moi en B2B, dans les métiers de bouche. Et en fait, en Bulgarie, par exemple, ce que j'ai fait la première fois que j'étais en Bulgarie, c'est de décider de développer un peu plus les épiciers indépendants qui ne représentaient que 20% du business, de façon à avoir un mix client qui est un peu plus équilibré. Pourquoi? Et je ne l'ai pas fait pour la Covid, hein, au départ, je l'avais fait parce que c'est un pays qui est saisonnier. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais la Bulgarie est un pays très saisonnier. La mer Noire est une destination privilégiée pour le tourisme low cost. Et donc, nous, on fait une grosse partie de notre business avec les HoReCa en été. Et je me suis dit, si une année, l'été est complètement pourri,
Imaginons qu'il fasse un été où il fait 15 degrés, et je loupe la saison, du coup, je loupe mon année. Donc, j'ai essayé, voilà, de nouveau, de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier et de travailler de cible le client. En fait, la grande chance, c'est d'avoir fait ça en anticipant une mauvaise saison, et finalement, c'est la Covid qui est arrivée. Et comme vous l'imaginez bien, les restaurateurs, pendant 2 mois, ils étaient tous fermés. Donc, 6 mois, pendant 2 mois, je ne fais pas de chiffre d'affaires. Et dans les pays d'Europe de l'Est, autant vous dire qu'on n'a pas les mêmes aides que dans les pays d'Europe de l'Ouest. Bon, ça, c'est sûr. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas, vous ne travaillez pas. Hein. Ça fonctionne comme ça. Donc, voilà, le fait d'être en veille et anticipation permanente permet aussi d'anticiper des choses qui n'étaient pas de nouveau dans le radar, mais on a anticipé autre chose et finalement, ça aide à faire face à une situation qu'on n'avait pas vu venir. Oui, c'est vraiment intéressant, Jean, cette double pratique, en fait, hein, de aussi se donner la capacité de s'entourer de bons conseils, d'expérience des autres. Hein. Nous, ça me parle beaucoup parce que nous, on a à cœur de faire ça dans le cadre de la fondation, faire en sorte que des CEO qui sont sur des secteurs différents, qui vivent des problématiques différentes de terrain, mais au fond, il y a des transverses. Hein, on le voit bien aujourd'hui, quelque part, dans ce qu'on est en train de partager. On puisse partager les expériences, les best practices, comment on s'est débrouillé de cette situation. Parce que c'est vrai que peut-être on n'y est pas confronté à l'instant T où on nous partage l'expérience et peut-être que 3 mois plus tard, ça va nous arriver dans notre business. On se dit, ah ouais, ça, je me rappelle que tel CEO, il m'a partagé ça et que du coup, là, je peux m'appuyer sur cette expérience-là pour voilà, l'ajuster à mon propre contexte. Donc, tout cet aspect de la veille, de se donner du temps pour aller travailler avec d'autres leaders, voilà, qui sont actifs dans cette période de mutation et de transition, et aussi d'accepter que le risque, ça fait partie finalement du business, parce qu'on a fini par l'oublier au bout d'un moment, quand tout tourne bien, que ça roule. Ben oui, mais non, mais il peut y avoir des gros clashs qu'on n'a pas attendus, qu'on ne sait pas, et Dieu sait si avec tous ces changements climatiques, toutes ces choses qui arrivent à vitesse grand V maintenant, eh bien de se dire bah ouais, le risque, ça en fait partie, et comment est-ce comment est-ce que on démystifie ça, comment est-ce qu'on réfléchit ensemble à des plans B, on va dire un peu aussi quelque part. Bah, ça aide à mieux retomber sur ses pieds à l'arrivée, et surtout je dirais, il y a une question de mindset dans cette histoire. Hein. Jean, c'était très présent dans tout le partage du jour. C'est une question d'état d'esprit aussi, quelque part, d'accepter l'incertitude et de se dire, OK, on a la capacité en interne, avec nos ressources, d'y faire face et de trouver des solutions qui font du sens. Voilà. Donc ça me semblait très important de partager ça parce que, me semble-t-il, moi, c'est un facteur clé face aux incertitudes. On ne pourra jamais tout prévoir à l'avance, c'est absolument impossible. Même avec l'IA, il faut être clair, hein, parce que ça arrive quand même très vite, tout ça. On peut avoir des options qui sont présentes, mais je veux dire, notre capacité aussi à nous mettre en action en équipe, l'IA ne peut pas le faire à notre place. Voilà. Et je trouve que Jean l'incarne bien dans ce qu'il fait avec ses équipes aujourd'hui. Alors, je vous invite à réagir dans le chat, à nous dire comment c'est pour vous, s'il y a une question ou autre, on va se faire un plaisir avec Jean d'y répondre. Allez, dites-nous, voilà, comment ça fait écho, est-ce que ça vous parle, comment c'est pour vous, un peu ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Voilà, ce temps, c'est un temps pour vous. Hop. Hop, hop, hop. Je suis attentive. Là, pour le moment, je vois pas vos questions. Donc, vous voyez, moi, c'est ce que j'appelle un business qui devient conscient. C'est-à-dire, c'est la capacité du leader à prendre de la hauteur sur son contexte, son environnement, et faire en sorte que l'entreprise, ça devienne un véritable écosystème où on se donne la possibilité OK, on a une vision et en même temps, on est extrêmement pragmatique. On travaille avec les gens du terrain, dans leur culture, et on fait le va-et-vient permanent entre sa vision et
et sa matérialisation. Ça, c'est vraiment des choses essentielles, et surtout dans des contextes d'incertitude, mais j'ai envie de dire, ça nous concerne tous, hein, aujourd'hui, on le voit bien, hein. Comment ça vous parle, tout ça? C'est vrai qu'on est dans une époque où finalement on est invité à déployer des cultures du changement pour jouer avec les paradoxes, hein. Jean nous en a exposé un certain nombre aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va réconcilier des contraires aussi, hein? C'était intéressant l'expérience du Fast Track pour la jeune génération. Comment on va stimuler du coup la coopération, la créativité, l'agilité indispensable, et tout en gardant son cap. Et c'est ça qui finalement nous permet de relever les défis de notre temps. Son cap et son calme. Et son calme. Aussi parce que c'est pas toujours évident, hein, Jean, quand vous le disiez tout à l'heure, bah tiens, demain, l'augmentation de salaire, elle fait plus 50%. Il y a des pays, c'est parfois plus 100%. Ah oui, d'accord, c'est demain. Faut pouvoir garder effectivement sa sérénité aussi, hein, parce que si vous perdez les pédales, vous qui êtes censé chapeauter l'ensemble du business, autant vous dire que ceux qui sont en dessous, ça va être terrible pour eux, hein, et ils vont fuir en courant peut-être, hein, le turnover va augmenter encore un peu plus fort. Il y a des chances en tout cas. Oui, c'est notre rôle, hein, d'inspirer, c'est ça. Comment dire, de filtrer le stress et d'exporter la confiance aux équipes, mais c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Voilà, exactement. Exactement. Et c'est ce qu'on a essayé aujourd'hui d'aborder un peu plus concrètement, parce qu'effectivement, dans la théorie, on sait, mais on vit pas au pays de théorie, on vit dans la vraie vie. Et là, il y a des deltas, hein. Donc, ça veut dire, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est extrêmement challengeant de diriger un business. Ça l'est. C'est non négligeable, hein. Il y a beaucoup de pression, tous azimuts. Arriver à maintenir ses comptes, pour maintenir la structure, engager ses équipes, être bousculé par l'environnement changeant. Ouais, non, on peut dire, et c'est pas une science exacte. Voilà. Voilà, nous, on s'empare de tous ces sujets dans la Fondation, vraiment avec vraiment enthousiasme, engagement, et avec cette compréhension que c'est pas si facile que ça, mais qu'en même temps, tout ce chaos, hein, cette période un peu chaotique, elle est pleine aussi d'opportunités. Moi, je trouve que Jean, par rapport à ce que vous nous partagez, vous avez su aussi tirer des opportunités de ce contexte, et avec cette jeunesse qui est vive, enthousiaste, et puis bon, ces gens qui, bah, c'est vrai, hein, la chute du mur de Berlin, c'est pas si loin. Pour eux aussi, c'est des très grands changements quand même, hein, Jean, hein. Pour eux, c'est un saut quantique, faut le dire, hein, quand même, hein. Social, culturel, économique, c'est pas rien, hein, voilà. Et du coup, dans cette fondation, on a un esprit lab, hein, au sens de se donner la possibilité d'expérimenter des choses, d'innover, de faire émerger du sens, de donner de la place à la science et pas juste aux a priori, aux croyances, aux préjugés, voire aux fake, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui circulent tous azimuts aujourd'hui, c'est pas toujours facile de faire du tri. Et puis de mettre de la conscience sur tous les facteurs, hein, opérationnels qui sous-tendent l'entreprise aujourd'hui, et donner vraiment une belle place à l'expérience, parce que Jean le retranscrivait aussi aujourd'hui, hein, c'est aussi par l'expérience qu'on avance. Voilà. Et on fait tout ça dans une dimension du coup internationale. Donc avec un raisonnement très écosystémique, hein, qui est important, comment on mêle à la fois l'action, la réflexion, le réseau, la formation, l'information. Voilà. Donc du coup, ce que j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de passer à l'action, d'être vraiment un leader de ce 3e millénaire, voilà, qui assure la pérennité de sa structure avec agilité, c'est le bon moment pour embarquer à nos côtés. On sera ravis de vous accompagner. C'est un challenge qui vaut la peine d'être vécu aujourd'hui, pour qu'on vive dans un monde qui ait du sens, qui soit respirable, désirable, joyeux pour nous, et puis aussi les générations futures, hein. Jean, il disait tout à l'heure, dans ces pays de l'Est, il faudra 2 générations. Oui, sûrement. Mais même pour les pays de l'Ouest, il va nous falloir aussi un certain temps, je pense, pour intégrer tous les changements qui se présentent à nous aujourd'hui.
Voilà. Et puis du coup, moi, je vais me tenir à votre disposition. Là, je vous montre avec la souris. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez qu'on pose un peu ensemble. Où est-ce que vous en êtes dans votre dynamique d'entreprise, en tant que leader, en tant que manager. Voilà, qu'on fasse un peu le point, de voir de quoi vous pourriez avoir besoin. Voilà, je me tiens à votre disposition. Vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi. Ici, vous avez accès à mon agenda. Et puis, alors, s'il y a encore une chose ou l'autre que vous avez envie de nous dire, c'est le bon moment. Il nous reste encore 5 minutes. Est-ce que ça veut dire qu'on a répondu à toutes vos questions du jour? On dirait. On dirait hein, qu'on a répondu, on dirait qu'on a répondu à ce qui était important pour vous aujourd'hui. Jean, vous voulez ajouter quelque chose? On arrive au terme de notre conférence d'aujourd'hui. Oui, merci pour l'invitation. C'était une belle expérience. J'espère qu'en tout cas le partage d'expérience que j'ai pu faire aujourd'hui a apporté quelque chose au groupe et au collectif. Je l'ai dit en introduction, c'est quelque chose qui pour moi est super important. Donc voilà, si même à travers tous les échanges qu'on a pu, il y a juste une chose qui a pu vous interpeller ou vous parler, ben, j'en suis ravi. Oui, merci Jean d'avoir pris ce temps avec nous. Merci d'avoir partagé cette belle expérience. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment l'esprit de la Fondation. On partage aussi l'expérience, on avance ensemble, on se frotte aux réalités des uns et des autres. On fait vivre cet aspect veille qu'évoquait Jean tout à l'heure, hein, qui est essentiel hein, aujourd'hui parce qu'on est vite dépassé, Jean, hein, sinon aujourd'hui. Hein. On est vite hors jeu, on reste un peu sur les rails qu'on connaît bien. Ben, sauf qu'au bout d'un moment, ben, nos rails, on est hors jeu, quoi. On s'est trompé, on a oublié l'aiguillage et les autres, ils sont déjà partis, ils courent devant, et puis vous êtes sur le banc de touche, c'est quand même ennuyeux. Donc, du coup, voilà. Moi, je reste à votre disposition. Puis, s'il y a des questions que vous voulez aborder dans un espace plus d'intimité, ce sera volontiers. En tout cas, Jean, un grand merci. Merci à vous. D'avoir partagé tout cela avec nous. Je vous souhaite à tous une magnifique journée et au plaisir de vous retrouver, soit effectivement lors d'un rendez-vous individuel et puis ou lors d'une prochaine masterclass, puisque j'en ai une tous les mois, ou dans la newsletter, si vous voulez aussi suivre l'actualité de la Fondation, ce sera avec joie. Voilà. Merci à tous. Merci Jean. Bonne journée. Au revoir.